Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de l'émission qui se prend Homo Micro. Oui. Non, Brahim, non, c'est pas la bonne émission là. Et alors ? Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'émission Et alors, magazine LGBTQIA+, féministe, inclusif et qui s'efforce d'ouvrir les esprits, on peut dire ça comme ça, Gwen ? Dans l'ordre, ça va. Allez, ça rentre. Voilà, à force que tu me le répètes, parce que normalement c'est lui qui fait le mot introductif. Bon, voilà. Alors une émission un petit peu spéciale aujourd'hui puisqu'on est au Pavillon Blanc. Le Pavillon Blanc, c'est la médiathèque donc de la ville de Colomiers avec donc un sacré parterre devant nous là pour cette émission. Donc notre honneur à notre hôtesse, donc Madame Caroline Vaucher, donc adjointe à Madame le maire, déléguée à la culture, à la diffusion des savoirs, à l'Université populaire columérine, aux jeunesses, à la laïcité. Bonsoir Madame. Bonsoir à toutes et à tous. Avec elle, juste à côté, Marie-Claude Farcy, conseillère départementale, présidente de la commission égalité, lutte contre les discriminations. C'est ça, bonjour. Bonjour. À mes côtés, vous l'avez entendu, Brahim Naik Balk, présentateur de l'émission Homo Micro sur la radio Fréquence Plurielle à Paris, c'est ça ? Fréquence Paris Pluriel, effectivement, et aussi en podcast sur plusieurs supports comme Spotify par exemple. Merci de m'accueillir dans votre belle ville et aussi dans cette super radio et votre émission surtout. Tout le plaisir est pour nous. Ensuite, nous avons avec nous donc Cyril Brocardo, président d'honneur du Twin Rugby Club. Donc bonsoir Cyril. Bonsoir à toutes et tous, merci de l'invitation. Voilà, un habitué, hein. Ça fait 3 fois ? Je crois que ça fait 3 fois, oui. Voilà, bon, bienvenue une fois de plus, voilà. Eh bien, pour animer l'émission, il y a donc, il y a quand même Flore, oui, bien sûr, voilà, Bonsoir. pour qu'on anime l'émission. Bonsoir Flore. Ça. Voilà, qui anime l'émission toutes les semaines avec nous. Toute seule, presque. Voilà. Qui anime l'émission tous les mercredis soirs avec nous, donc sur Radio Occitanie. Et bien entendu, mon acolyte, le sidekick, le pilier droit, voilà, pour dire bonjour, pour faire un petit clin d'œil de Cotouine, c'est Gwenaël. Salut Gwenaël. Bonsoir à tous. Voilà. Bon, on va attaquer donc cette émission qui sera divisée donc en 2 parties. Je vous annonce le menu braves gens, donc avec une première partie sur l'importance de l'engagement des collectivités sur les questions de lutte contre les LGBTQIA-phobie, dont la journée du 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. On va en parler. Pourquoi est-ce que les collectivités s'engagent ? En quoi c'est utile et en quoi c'est nécessaire ? Évidemment, donc nous reviendrons sur ce premier événement, donc sur la commune de Colomiers. Et en deuxième partie, nous parlerons de l'actualité donc du Twin Rugby Club et aussi donc de ton émission Brahim Homo Micro et voilà, et de ce que tu penses donc de notre belle ville rose et de ses alentours. Très bien, c'est noté. Voilà. Bien, nous allons attaquer cette première partie avec avec vous, Madame Vaucher, pardon. Voilà. C'est une première. Donc pour votre collectivité, donc d'organiser ce genre d'événement donc au sein donc de la médiathèque, donc au sein d'une infrastructure publique, donc autour de la question des LGBTQIA-phobie. Qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas en fait ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire ? Alors, déjà, je précise que c'est une médiathèque et aussi un centre d'art. J'y Oui. tiens. Ce qui nous a fait franchir le pas, c'est vrai que la question de la protection des personnes en fragilité ou des personnes discriminées, pour nous, c'est une priorité. C'est même le cœur, finalement, de l'action d'une collectivité territoriale, l'intérêt général, le service public. Nous sommes déjà très proactifs dans l'égalité femmes-hommes, travaillons beaucoup sur la mémoire autour de la lutte contre l'antisémitisme.
militantisme, et donc c'était tout naturel qu'on aille aussi sur ce champ des discriminations envers les personnes LGBTQI. Et donc j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, la première arme quand on lutte contre les discriminations, c'est la visibilité. Et c'est ce que nous avons voulu offrir aujourd'hui au Pavillon Blanc, c'est la visibilité pour dire, voilà, nous sommes là, nous avons les mêmes droits, on existe. Donc c'est un premier pas. Et il y en aura d'autres à venir, hein, puisque c'est la première fois, mais c'est pas la dernière, bien évidemment. Donc voilà, c'était cette question de la visibilité. Alors il y a d'autres engagements hein, au niveau de la municipalité. Nous avons créé dès notre élection un comité qui travaille sur l'égalité femmes-hommes et sur la lutte contre les discriminations, et qui d'ailleurs cette année, qui est piloté par Madame Elisabeth Malem, va travailler justement sur ces questions, sur l'homophobie et la transphobie. Et nous souhaitons travailler notamment dans le milieu scolaire, puisque vous l'avez rappelé, la priorité c'est l'éducation. Donc c'est la mission qu'on va se donner cette année. Nous travaillons aussi au niveau de l'état civil, c'est-à-dire au niveau des mariages, tout simplement s'adapter, ou au niveau des documents administratifs. On a tâtonné un petit peu, mais tous les documents en lien avec la parentalité, là où vous aviez avant père, mère, on a tenté le parent 1, parent 2, c'était pas suffisant. Donc maintenant vous avez plusieurs mentions et vous pouvez raturer père, mère, responsable légal, tutrice, tuteur, pour que chacun puisse y trouver son compte. Voilà toute la palette des actions. Voilà, et je vais céder la parole. Est-ce que tout ça se couple en fait avec une demande citoyenne aussi, ou est-ce que c'est vraiment une initiative propre de la part de la municipalité ? C'est les deux, parce que quand on a construit notre projet politique, on l'a voulu participatif, et donc il y a une attente de la population, et ensuite forcément nous sommes une municipalité de gauche, vous le savez certainement, et ce sont des questions qui nous traversent, qui nous ont toujours traversés. Vous savez que sur ces sujets-là, en France, les choses ont avancé en général quand c'était la gauche qui était au pouvoir. Voilà. Et donc, évidemment, nous avons à cœur de développer toutes ces actions pour le bien-être de tous les concitoyennes et concitoyens de Colomiers, quelle que soit leur orientation sexuelle. Alors, pourquoi les collectivités s'engagent ? Moi, j'allais dire, pourquoi les élus s'engagent ? Mais les élus, pour ma part, par définition, ce sont des personnes qui sont engagées, qui s'engagent nécessairement. Et une collectivité comme le conseil départemental, alors certes, on fait du social, c'est notre ADN, mais justement, le social, c'est quoi ? C'est porter, accompagner, soutenir toutes les personnes, qu'elles soient les plus jeunes, alors je pense au collège, mais même avant, jusqu'au 3e âge, tout au long de la vie, j'allais dire. Et d'autant plus que au sein du conseil départemental, le conseil départemental de la Haute-Garonne, ce ne sont pas seulement des élus, mais ce sont aussi des agents qui travaillent. Il y a presque 8000 personnes qui travaillent. Vous pensez bien que cette population, ces agents, ces services et tous les élus qui sont concernés, déjà, il faut se pencher en interne sur comment nous travaillons ensemble, comment nous évoluons en fonction justement de nos particularités, de nos différences et de ce qui nous rassemble. Comme l'a dit Caroline, la gauche nous rassemble en effet aussi en Haute-Garonne. Mais à partir de ce constat-là, évidemment, nous savons sur quoi nous allons devoir travailler. Pourquoi ? Parce que nous faisons du social, nous accompagnons, je l'ai déjà dit, mais nous soutenons donc les associations qui nous sollicitent. Moi, je trouve que les associations, souvent, ce sont des lanceurs d'alerte. Et c'est eux qui nous rappellent à quel point ils n'ont pas seulement besoin que d'argent, parce qu'évidemment, on pourrait fournir de l'argent, une subvention, et voilà, on n'en parle plus. Mais c'est pas ça l'accompagnement. L'accompagnement, c'est tout au long de l'année pour porter, pour rendre visibles les actions. Et alors, il y a les actions du département qui sont certes visibles et que nous portons, dont je vais essayer de parler un petit peu, évidemment. Mais les associations, tous nos partenaires ont besoin d'être accompagnés et on les soutient et on les rend visibles également, parce que nous avons besoin de porter, et nous portons les mêmes messages, voilà, de liberté, d'égalité, de fraternité. Donc là, pour le coup, nous sommes justement dans notre rôle et d'élus et de collectivité.
Donc du coup, ça appelle à une question, bon, plus ou moins équivalente à celle que j'ai posée à Madame Vaucher. C'est quelle est la part, le dosage, l'équilibre en fait entre la maîtrise d'ouvrage de la part d'une collectivité sur ces questions-là et la part laissée justement au travail des opérateurs de terrain. Alors, la maîtrise d'ouvrage, c'est d'abord notre volonté. C'est-à-dire que, à partir du constat qui a été fait, on s'est dit, enfin, dès 2015, quand on a été en responsabilité avec l'équipe actuelle, on s'est dit, on peut pas ne rien faire, on ne peut pas servir qu'à donner des subventions. Il y a la façon d'accompagner. Alors, je ne vais pas tout lister, en effet, mais nous avons, par exemple, créé les chemins de la République, qui concernent énormément d'actions et d'activités, qui concernent toutes les thématiques, je vais y arriver, de discrimination, évidemment, parce que s'il n'y avait qu'une seule discrimination en ce bas monde, bon, ce serait peut-être plus simple, mais c'est pas le cas. Donc, il y a les chemins de la République qui concernent toutes les thématiques du racisme, l'antisémitisme, LGBT-phobie, voilà, et où on porte des actions, où on rend visible justement avec nos partenaires. Mais vous avez parlé beaucoup de l'éducation et de la jeunesse. Là aussi, on sait très bien que la jeunesse, c'est un vecteur aussi pour lequel nous avons besoin, avec l'éducation nationale, de travailler ensemble. Alors, c'est sur des formes de sensibilisation, d'action avec les collégiens, avec le corps enseignant, justement, pour comprendre ce qu'est une discrimination. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure en débat, parfois, certaines personnes LGBT ne comprennent pas quand elles sont jeunes qu'elles sont discriminées. Elles sont enfermées dans ces schémas-là très hétéronormés et ne comprennent pas que ce qu'elles vivent n'est pas normal. Donc nous sommes là également pour essayer de faire comprendre qu'il y a des lois, il y a des règles et il y a aussi des actions qui peuvent être portées ensemble. Alors, nous portons les rencontres pour l'égalité, mais nous avons créé aussi des chartes, justement, que nous faisons signer avec les associations, que ce soit pour la laïcité, mais pour tout ce qui est discrimination également. Promouvoir la diversité, c'est quelque chose aussi qui est à rendre actif au sein de nos services et aussi sur tout le territoire. Voilà. Il y a un plan départemental pour l'égalité qui a été élaboré, par exemple, en 2019 et qui concerne tous les services, les actions et les partenaires. Voilà. Ce sont des actions concrètes que l'on veut rendre concrètes, mais pas seuls. Je le dis souvent, mais seuls, nous sommes peut-être une collectivité, mais nous ne serions rien s'il n'y avait pas les partenaires et les associations et toutes les autres collectivités avec qui nous travaillons. Bon. Un sondage a été publié par l'Institut BVA pour le compte de la Fondation Le Refuge. J'en ai parlé, je ne sais pas si les copains se souviennent, j'en avais parlé donc, dans la rubrique Actu de notre émission. Je vous vois venir. Voilà. Donc un sondage qui voulait faire un état des lieux des LGBTQI-phobie en France, donc dans la perspective de la journée 17 mai. Donc d'après ce sondage, 67% des Français, je vais y arriver, restent favorables à ce que l'État s'implique plus fortement dans la lutte contre les LGBTQI-phobie en milieu scolaire. Ils sont également 65% à souhaiter la sensibilisation des enfants dès le plus jeune âge à la lutte contre ces mêmes LGBTQI-phobies. Sachant que vous êtes également responsable à votre échelle donc de politique publique, est-ce que vous pensez que l'État, quelque part, se décharge un peu de ces questions sur les collectivités, voire même sur la société civile ? Est-ce que je peux répondre puisque j'ai le micro de suite, puisque je suis aussi secrétaire générale de la Fondation Le Refuge, donc je vois très bien de quoi vous voulez parler. Oui. Et donc j'ouvre juste cette parenthèse. Évidemment, la difficulté, c'est d'être soutenu par toutes les collectivités, ce qui n'est pas si difficile que cela. C'est plus par l'État, en effet, qui reconnaît les actions des fondations et des associations qui essayent justement de travailler sur tout ce qui est discrimination. Et les interventions en milieu scolaire, heureusement qu'il y en a avec les partenaires, dont le refuge, puisque nous en faisons, parce que l'éducation nationale, en effet, a besoin d'être formée. Il n'y a pas que les élèves qui ont besoin de comprendre, ça a été dit en débat tout à l'heure, il y a un gros travail à faire. Je ne dis pas que rien n'est fait. Je dis simplement que la façon d'envisager les choses encore est incomplète. Voilà. Et ce travail à renforcer, que ce soit pour les fondations, les associations, et ce travail, ensuite, je reprends la casquette du conseil départemental et d'élus, c'est un travail au quotidien. Oui, ils sont peut-être dans le faire sur certaines actions, flyers et thématiques, je vais bien, mais ça ne suffit pas.
Il faut vraiment porter sur le terrain, il faut soutenir. C'est pas toujours un travail collectif. Je suis d'accord avec vous. C'est un travail à creuser. Et de toute façon, les collectivités ne lâchent pas, ne lâchent rien. On a besoin d'être soutenus par les gouvernements aussi et par le gouvernement actuel qui arrive, évidemment. J'essaie de faire court. Madame Baucher. Je vais être très courte parce que je rejoins en tout point ma collègue sur le fait que c'est vrai que l'État communique beaucoup et n'agit pas forcément, et que sur plein de sujets, d'ailleurs, les collectivités territoriales ont de plus en plus un rôle moteur et aussi un devoir d'exemplarité justement pour prendre le relais un peu de cet État qui est défaillant, je trouve, sur ces questions-là. Alors moi, je suis pas au refuge, mais je suis enseignante, donc je peux vous parler de cette casquette-là, et je peux vous dire que c'est un sujet qui progresse, mais qui reste quand même un peu tabou chez nos adolescents, parce que c'est une population extrêmement pudique, qui est parfois en recherche identitaire, mais que les enseignants, les établissements sont souvent très demandeurs, donc ils sont très partenaires. Et ce que je vous disais, c'est ce qu'on va travailler cette année, c'est faire des actions multipliées, comme on l'a déjà fait aujourd'hui, notamment auprès des adolescents où la question est très sensible. Oui, parce qu'en fait, quand on arrive donc dans la médiathèque, de suite il y a l'aspect visuel, effectivement, donc avec les drapeaux arc-en-ciel au guichet aussi à l'entrée. Dans la perspective de l'année prochaine, comment est-ce que vous voudriez passer à la vitesse supérieure du coup ? Dans le cadre du Festival des Diversités ou dans le cadre des actions Dans le cadre de vos actions globales et voire même dans le cadre du Festival des Diversités. Alors, ce que j'évoquais donc à l'instant, le travail éducation, on travaille aussi en interne parce que c'est vrai que cette exposition était ouverte au public. Elle était à destination des scolaires, mais aussi du personnel de la médiathèque et de la mairie, vous voyez, qui est à 2 pas, puisque les clichés, ils existent partout. Oui. Et nous avons aussi, toujours dans cette idée déjà de travail à l'interne, parce que rendez-vous compte, on a près de 1000 agents à la municipalité de Colomiers, donc on a engagé un partenariat avec l'association L'Autre Cercle pour travailler justement sur ces questions d'inclusion, de management au sein de la municipalité. Et dans le cadre, et ça je peux vous en parler, de la nouvelle politique culturelle que nous avons adoptée en janvier, évidemment on a mis l'accent sur une culture citoyenne et sur ce genre d'actions qui mélangent et qui permettent aussi de travailler sur la lutte contre les discriminations. Donc on va poursuivre, pas forcément que dans le champ de l'homophobie, la transphobie, mais on souhaite utiliser la culture qui est un levier puissant pour travailler sur l'égalité et le respect, pour faire progresser ces idées. Bon. Pour lancer une petite discussion autour de la table, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que la lutte contre la LGBTQI-phobie, voire les questionnements contemporains concernant par exemple le genre, commence un peu à faire partie du paysage, j'ai envie de dire, non seulement au niveau des politiques publiques, mais aussi au niveau des mentalités? Alors, je suis désolée, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je pose la question. Je pense qu'il y a un boulot énorme. Déjà, le mot « genre », quand même moi je le prononce, je vois la tête de certaines personnes qui disent « Qu'est-ce que c'est que cette invention conceptuelle ?» Voilà, je pense qu'on est vraiment loin encore de comprendre pour certaines personnes de quoi on parle. C'est vraiment très difficile. Et d'où l'intérêt pour les élus, pour les collectivités, de s'exprimer et de rendre visible ce qui est difficilement tangible, voilà. D'où l'intérêt d'être présente le 17 mai, d'où l'intérêt d'expliquer ce que nous faisons régulièrement. La visibilité, c'est pas que le 17 mai, on est bien d'accord, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est juste démontrer quelles sont les actions des collectivités. Mais justement sur le genre, je pense que pour certains, c'est un gros mot encore. D'accord. Voilà. Donc un commentaire autour de la table, si quelqu'un veut s'exprimer peut-être, non ? Non, il y a un gros boulot d'éducation et de déconstruction de toute façon du patriarcat qui a mis des pseudo-normes et des barrières de partout. Et ça, c'est l'information, l'éducation, la visibilité. Donc il n'y a pas de secret, il faut avancer.
Juste pour reprendre la question que vous avez posée tout à l'heure en demandant pourquoi les collectivités s'impliquent. La question, c'est pourquoi elles ne s'impliquaient pas avant, surtout. On est en 2022 et il est quand même assez extraordinaire d'avoir finalement à continuer à discuter de ce genre de propos. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'éducation, c'est absolument primordial. En fait, quand vous regardez à l'école, dans les très petites classes, les enfants vont poser des questions parce qu'ils vont trouver que c'est différent. Mais dans cette différence, il n'y a pas de connotation, c'est différent. À quel moment la connotation arrive? À quel moment, pour eux, différent et pas égal, finalement, se mélange dans leur tête? Et c'est là où il faut faire le travail. En fait, on est différent. On revendique une différence. On n'est pas en train de dire on est pareil que les hétérosexuels. On n'est pas pareil. La différence, c'est qu'on ne vaut pas moins. C'est ça, vraiment, le message qu'il faut faire passer. Moi, je pense qu'on parlait d'éducation, vous parliez d'adolescents, etc. Et on a souvent tendance à faire l'amalgame avec la sexualité. Et c'est une erreur, je pense, parce que les enfants qui sont en primaire sont beaucoup plus perméables à des informations, à l'éducation. Ils sont beaucoup plus... je dirais, vierge de tout a priori et en demande d'information. Et donc l'action, à mon sens, majeure serait vraiment d'informer et d'accompagner, d'éduquer, mais pas sur le volet de la sexualité, simplement sur la différence, sur l'affection, sur le droit d'être différent. Voilà, on met une pression, je trouve, sur ces adolescents qui sont souvent déjà construits et pour qui et c'est une période difficile, l'adolescence. C'est une période de révolte, c'est une période on est contre tout, donc on arrive, on va informer des adolescents qui sont déjà très très construits dans leur tête. Le travail, je pense, est vraiment avant, et de rassurer aussi les parents par rapport à ça, parce qu'ils font souvent l'amalgame avec l'éducation sexuelle, et c'est pas le cas du tout. Je voudrais juste compléter, vous livrer une anecdote, parce que pour vous dire que les adolescents, ils sont pudiques, mais en même temps, ils sont très à cheval sur la justice, ils vont vite se révolter et prendre parti, et on peut vite les amener sur le bon chemin. Et donc cette année, j'ai amené mes élèves de seconde voir un film qui s'appelle Rafiki. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est une espèce de Roméo et Juliette au Kenya entre deux jeunes lesbiennes, où l'homosexualité est un crime. Voilà, et peut entraîner la prison. Donc, on a vu ce film, on l'avait anticipé parce qu'il y a des scènes d'amour, et qu'elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles, quand vous êtes avec des adolescents, vous êtes sûr de la réaction, ils sont gênés, quoi qu'il arrive. Et on a donc parlé de toutes ces questions-là, et du fait que dans certains pays, l'homosexualité, c'était un crime, et ça pouvait aller très loin. Et ils ont eu des réactions très saine de suite, de se dire mais comment c'est possible qu'on puisse aller en prison, être battu parce qu'on aime, voilà. Mais après, ça permet de ramener en France et de dire qu'il y a quand même des gens en France aussi qui se font taper dessus. On ne peut plus aller en prison, Dieu merci. Donc voilà, il y a quand même un terrain intéressant à travailler avec les adolescents. Voilà, ils sont chouettes. Madame Farcy, un mot? Oui, deux choses. Au titre du département, j'ai parlé très brièvement de ce que l'on faisait auprès des collégiens. Ça s'appelle le parcours laïque et citoyen. On le porte depuis 2016 dans les collèges. Ça a concerné... Alors, c'est sur les discriminations en tout genre. J'aime bien faire la phrase parce que, voilà, en tout genre. De la 6e à la 3e. Ça fait 66 000 collégiens qui, depuis la rentrée 2021, ont été sensibilisés. Et c'est un budget. Ça veut dire qu'il y a eu, chaque année, c'est 900 000 € pour ce dispositif. Vous voyez que ce ne sont pas des petites choses comme ça que l'on dilue. Bon, voilà. Donc ça fait partie d'un des programmes. Ce que je voudrais rappeler aussi, c'est que les gens, souvent, on ne connaît pas les lois. On oublie qu'il y a des lois. Et rappeler peut-être, alors c'est pas le rôle du département, mais c'est le rôle du département de former les assistantes sociales, peut-être les animateurs, enfin toutes les personnes justement qui accompagnent, qui sont dans le social, pour qu'ils puissent mieux appréhender les jeunes qui vont arriver dans les maisons des solidarités parce qu'ils auront des problèmes familiaux
certainement, parce que l'enfant est LGBT, voilà. Et rappelez qu'il y a des lois, que la violence c'est interdit, qu'il y a des peines d'amende et autres, ce serait pas mal aussi. Et je pense qu'on a tendance à croire que l'on peut tout s'autoriser, particulièrement sur les réseaux sociaux. Et la violence LGBT-phobe sur les réseaux, ça aussi, ce sont des sensibilisations, des explications à porter, et même au niveau d'une collectivité comme le conseil départemental, parce que les collégiens sont justement sur les réseaux sociaux et les violences sur les réseaux sont extrêmes, particulièrement pour tout ce qui est LGBT par exemple. Là aussi, nous avons un rôle à jouer dans les formations. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas que la jeunesse à éduquer, quoi, si on peut dire. Ah mais moi, je donnais l'exemple de la jeunesse pour pas faire trop long, mais je peux rester 1 heure de plus si vous voulez pour parler de tout le reste. On n'aura pas trop le temps, mais bon. Cyril. Ouais, si je peux me permettre une petite question polémique et comptable, hein. Vous disiez que éduquer c'est un budget, c'est 900 000 €. Ouais, ce point-là. Et combien coûte la réparation en fait des discriminations et les blessures physiques et morales, si on peut les chiffrer? Ça n'a pas de prix. Je suis bien d'accord avec vous, ça n'a pas de prix. Et là aussi, il va falloir former peut-être les médecins, il va falloir peut-être former les infirmières. Donc, on voit bien que on est dans une société, comme vous l'avez dit, hétéronormée, patriarcale, on va dire plutôt blanche. On peut faire dans les clichés, mais c'est ça la réalité. Et donc, sensibiliser, quand je parle, certes, tout le monde n'aime pas ce terme, mais sensibiliser, c'est aussi former, expliquer, réexpliquer. Et ça n'a pas de prix, en effet. Donc, voilà. Donc, la prévention, c'est le terrain et la visibilité. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire encore aujourd'hui. Bon, je pense que nous allons pouvoir conclure cette première partie par une petite pause musicale, histoire que tout le monde respire un peu. Gwen, qu'est-ce que tu nous recommandes pour ça? Le premier groupe, c'est un groupe toulousain, Pouillère. C'est 19 rue de l'Étoile, qu'on a reçu il n'y a pas très très longtemps. Ils vont sortir leur EP début juin, et c'est des petits jeunes que vous allez voir tourner sur Toulouse. Et pareil, ils ont une 20aine d'années, donc ça donne espoir pour la suite. La température monte, mais je reste de glace. Les corps se rencontrent, mais tu sembles si lasse. La nuit tombe, le désir est fugace. Je succombe, je veux que tu m'embrasses. Si tu la ressens, cette frustration s'exprimer doucement. Je donne et j'ai envie, fidèle et ça m'attire. Ensemble on reste unis, c'est pour ça que je te baise. Je veux des femmes et des hommes et ceux qui n'en ont rien à faire. Je te veux toi et des corps, même si c'est le tien que je préfère. Toi seul peux me satisfaire. Tu attends de voir mon audace. Sensible à l'attention, toi aussi tu la ressens. Cette frustration s'exprimer doucement. Je donne et j'ai envie, fidèle et ça m'attire. Ensemble on reste unis, c'est pour ça que je te baise. Je veux des femmes et des hommes et ceux qui n'en ont rien à faire. Je te veux toi et des corps, même si c'est le tien que je préfère.
19 rue de l'Étoile avec le titre Atmosphère. J'ai bon, Gwenelle ? Merci beaucoup. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Bonjour à toutes et tous, cette semaine dans Homo Micro, focus sur le tournoi international de Paris, autrement appelé TIP, du 3 au 5 juin prochain. Une chronique préparée avec le soutien de Sébastien Necki, référent de l'événement, au sein des Frontrunners de Paris, une des 22 associations sportives LGBT+, co-organisatrices. TIP, qu'est-ce que c'est ? C'est un événement international qui promeut l'acceptation de la différence via le sport. Ça vous fait penser aux Gay Games ? Pas faux. Depuis 2004, ce tournoi sportif a impulsé une dynamique événementielle autour de la diversité-inclusion qui a permis de préfigurer les Gay Games de Paris en 2018. Après 2 ans de Covid, on retrouve TIP pour sa 16e édition avec une émulation sans égale, un dimensionnement hors norme. 2000 athlètes de 36 nationalités différentes, 26 disciplines sportives avec une petite nouvelle, la capoeira. 28 sites de compétition et des milliers d'heures de bénévolat au compteur. Cette année, TIP a pour marraine Marie Patouillet, ambassadrice à plusieurs titres pour cet event. Marie, cycliste sur piste, médaillée paralympique au JO de Tokyo, multiple médaillée aux championnats du monde, est grandement impliquée pour la lutte contre les LGBT+ phobies, notamment dans le sport. Ce qui est formidable à TIP, c'est que tout le monde peut s'inscrire. LGBT+, hétéros, de toutes origines, tout âge, toute religion, toute morphologie, avec ou sans situation de handicap, tout niveau sportif. Et ouais, la visibilité, c'est la meilleure forme de militantisme contre les discriminations. TIP, c'est aussi un énorme socle de solidarité, avec un tissu associatif, sportif, LGBT+, dense et dynamique. Une véritable force en ressources bénévoles pour l'organisation et le déroulement de 26 disciplines très diversifiées. TIP est aussi facilitant. Passe transport à tarif préférentiel pour le week-end, installation sportive bien desservie, grande densité d'hébergement et notamment possibilité aux athlètes volontaires de se proposer hôtes à titre gracieux. Citons aussi le fonds d'aide Outreich, une bourse de 250 € octroyée sur justificatif aux personnes qui auraient difficulté à couvrir les frais de transport, logement et inscription. Et à TIP, on fait du sport et on rigole aussi, avec un concours de lancer de sac à main le samedi 4 juin au lac des Minimes. Et puis, TIP, c'est aussi faire la fête lors de la TIP Party au Dôme de Paris le 5 juin dès 22h. Un show sur le thème du bal avec 3 DJ au platine. Ça vous intéresse ? Retrouvez l'actualité et les infos de TIP 2022 sur Facebook, Instagram, Twitter et le site paris-tournament.com. paris-tournament.com. Les associations sportives LGBT+, co-organisatrices, relaient aussi les infos sur leurs réseaux sociaux. Alors à vos clics. Toutes et tous dans les starting blocks, coup d'envoi de TIP dès le vendredi 3 mars au salon de l'Hôtel de Ville de Paris pour retirer votre inscription, sac à dos de goodies et partager un verre entre participants et VIP. Samedi 4 et dimanche 5 juin, c'est 26 disciplines en compétition. L'occasion peut-être de rencontrer mon acolyte de chronique, Sébastien Necki, des Frontrunners, sur les courses à pied. 10 km, le relais 4x5 km, le lancer de sac à main et la course Run and Bike, co-organisée avec Athlétique Cœur de Fond et les Dérailleurs. Alors, rendez-vous au lac des Minimes le 4 juin dès 8h, c'est à 5 minutes de la station RER Fontenay-sous-Bois, pour une ambiance chaleureuse et ambiancée avec musique, ballon, animation. Excellent tournoi à toutes et tous. Je répète, TIP, c'est du 3 au 5 juin, un événement rendu possible grâce aux bénévoles des associations sportives LGBT+, et les partenaires institutionnels, la Fédération sportive LGBT+, la Ville de Paris, la DILCRA, l'Agence nationale du sport, le Comité national olympique et les partenaires locaux comme Arc-en-Ciel Immobilier et les bars Rosa Bonheur, Duplex, Fritsch et Woz. Bye bye. Homo Micro, le podcast qui se prend au mot. Deuxième partie de cette émission un peu spéciale, donc toujours en direct de du Pavillon Blanc, donc de la médiathèque de Colomiers, toujours en présence donc de Madame Caroline Vaucher, donc adjointe déléguée à la culture et à la diffusion des savoirs. Vous êtes toujours là, voilà. Bref, adjointe à la Madame le maire, donc qui est toujours avec nous, donc Gwenaëlle et Flore, mes camarades de jeu, donc alors. Brahim Naït Balk, donc présentateur de l'émission Homo Micro sur Fréquence Paris Pluriel, c'est ça ?
C'est ça, et aussi donc en podcast, un peu sur les différentes plateformes, Deezer, Spotify et Apple Podcast. Voilà. Et donc Cyril Brocardo, président d'honneur du Twin Rugby Club, toujours autour de la table avec ses camarades de jeu à lui. Voilà. Voilà. Ils m'ont un peu discriminé parce qu'ils m'ont pas applaudi. Non mais alors. Bien, le Twin Rugby Club, donc club de rugby gay mais aussi hétéro-friendly de la métropole de Toulouse, c'est ça un petit peu le rayon d'action ? Oui. Pardon. Voilà. Oui, nous sommes basés sur Toulouse, oui, tout à fait, mais nous jouons, on va dire, sur le département, en dehors des tournois que nous faisons au niveau national et international. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir discuter ensemble du sujet un petit peu qui revient, à savoir le sujet du sport et des discriminations qui malheureusement parfois ils sont malheureusement un peu trop présentes. Il y a quand même de bonnes nouvelles dans cette histoire, notamment donc j'ai envie de parler du Biarritz Olympique, donc le Biarritz Olympique Pays Basque, club de rugby. Qui avait donc Grindr comme sponsor maillot, déjà, c'est une première chose, et ensuite avait tous les numéros à l'arrière donc des maillots qui étaient donc aux couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, le problème c'est que sportivement parlant, le Biarritz Olympique est un petit peu dans la panade. Puisqu'ils risquent non seulement d'être rétrogradés en Pro D2, mais compte tenu de des quelques ennuis structurels du club, ça risque d'être de descendre un peu plus bas. Est-ce que, quelque part, ça vous inquiète un peu de voir un club qui affichait donc une certaine inclusivité disparaître un peu du paysage justement du rugby professionnel ? C'est une question un peu difficile. Je pense pas que ce soit parce que effectivement ils sont engagés qu'ils ont eu ces problèmes sportivement. Enfin, en tout cas, je l'espère. Non. Mais ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont donné une visibilité. C'est ça qui est important, en fait. C'est quel que soit le club finalement, c'est un club qui a une histoire, c'est un club qui a un respect. De la part de tous les autres joueurs et de tous les supporters en fait, et c'est ça qui est important finalement. C'est pas tellement ce qui va se passer en fin de saison, c'est le symbole finalement qu'ils ont eu. Alors après on peut discuter, il y a des pour et des contre sur le type de sponsor qu'ils ont utilisé, et c'est ce que disait Flore tout à l'heure en fait. Ça ramène quand même, Grindr étant un site de rencontre, ça ramène quand même l'homosexualité à un certain type, finalement, de rencontre. Et est-ce que, finalement, l'homosexualité est qu'une sexualité différente ? Ou est-ce que, finalement, comme on disait tout à l'heure, c'est de l'amour ? C'est deux personnes qui sont consentantes et qui sont ensemble, en fait. Voilà. Donc c'est peut-être la question qu'on peut poser. Mais en tout cas, tant qu'on parle des LGBT-phobies, de façon globale, c'est toujours bien. Voilà. D'accord. Donc du coup, comment est-ce que le Twin Rugby Club véhicule donc ce message en fait, tout simplement ? Oui, on en parlait tout à l'heure, on a eu des tables rondes et en fait on disait qu'on agit à plusieurs niveaux finalement. On va agir dans notre club, on va intégrer mieux, on va en tout cas aider des gens qui n'ont jamais osé faire du sport collectif à venir chez nous et pouvoir pratiquer le sport et en particulier le rugby dans notre club. Ensuite, on va avoir cette discussion avec les clubs qu'on rencontre, qui sont des clubs qui sont peut-être moins concernés, ou en tout cas moins dans ces problématiques-là, et ça va leur permettre de réfléchir à leur comportement, sans avoir de paroles négatives, parce qu'on n'est pas là pour juger, on est là pour leur faire prendre conscience, en fait, que parfois, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, ce qu'on considère comme normal n'est pas si normal et blesse. Et souvent, on se rend compte que les gens n'ont pas envie de blesser, c'est pas le but. Ils se rendent pas compte qu'ils blessent. Et beaucoup de clubs sont devenus des clubs amis. Et on les voit chaque année, on les voit évoluer sur ces mentalités-là. Et ensuite, on a un discours, comme on le disait tout à l'heure, avec effectivement les collectivités locales, territoriales, qui sont... Je crois que la grande différence avec il y a quelques années, c'est que les pouvoirs publics sont avec nous maintenant. Voilà. Avant, on n'osait pas, les gens n'osaient pas aller porter plainte, les gens n'osaient pas en parler. On se rend compte quand même maintenant qu'il y a effectivement une volonté politique, quelle que soit la couleur politique. Alors parfois, peut-être plus d'un côté que de l'autre, et encore, c'est pas sûr. Parce que je trouve qu'il y a
Il y a des façons de réagir finalement dans les deux côtés de la barrière politique entre guillemets, qui sont des fois surprenantes. Mais de façon globale, quand même, il y a un soutien, je pense, des forces politiques dans ce pays qui vont dans le bon sens pour nous, en tout cas. D'accord. Une question ? Moi, j'ai une question. Alors, excuse-moi, je suis complètement vierge de rugby et de foot. Donc, si je dis des bêtises, non, mais je connais rien. Mais en tant que citoyenne, j'ai la sensation qu'il y a quand même de plus en plus de sportives, qui affichent justement cette orientation de manière depuis 2-3 ans là. Est-ce que c'est un ressenti ou est-ce que c'est réel ? Alors je vais laisser répondre Brahim aussi, mais je te retournerai la question. Cite-moi des sportifs qui ont fait. Non, mais c'est ça. Pas de nom de sportifs, oui, mais justement, c'est ça le problème, c'est que tu aurais des sportifs extrêmement connus. Tu les aurais pas oubliés. Ouais. Alors je sais pas pour discréditer les gens qui l'ont fait, c'est pas ce que je veux dire. C'est que malheureusement, il y a encore assez peu d'icônes, je dirais. Voilà, d'icônes qui osent le faire, parce que dans les très grands sportifs, il y en a certainement quelques-uns. Et c'est pas à moi de leur dire de le faire. C'est pas le but de mon propos. Mais effectivement, certains jeunes attendent ça, d'avoir ce modèle positif. Mais Brahim, si tu veux. Oui, en fait, il n'y a pas de véritable modèle, malheureusement, encore aujourd'hui, surtout chez les élites et les professionnels. Beaucoup, donc, la lutte, elle se fait dans les associations sportives LGBT+. Là, ça se passe dans le domaine du rugby, mais aussi dans le domaine du foot. On revendique justement qu'il n'y ait pas suffisamment de visibilité de footballeurs, par exemple, de haut niveau, qui se révèlent et qui disent les choses. On est à Toulouse, il y a quand même Belkacem, son prénom m'échappe. Ouais. Comment ? Wissem Belkacem, oui. Wissem, et qui a quand même osé écrire un livre où il a dénoncé un certain nombre de choses, donc on lui a fait barrage et malheureusement il n'a pas pu franchir le pas pour poursuivre sa carrière. Et ça c'est bien, donc il en a fait un livre, mais c'est pas suffisant et ça ne vient que maintenant. Donc ça démontre bien que c'est un véritable problème. Et lorsque son livre il est par exemple sorti, il n'a pas été bien reçu par la Fédération française de foot et on lui fait quelque part aussi, encore aujourd'hui, barrage. Aujourd'hui, le combat, c'est plus dans les associations sportives, LGBT+. Et là, effectivement, on parle beaucoup parce que, pour vous expliquer un peu mon parcours, en ce qui me concerne, j'ai longtemps joué dans les clubs de foot classiques pendant de nombreuses années et j'ai souffert d'homophobie, à entendre en permanence des insultes du sale PD et autres, alors que j'étais en pleine construction, j'avais du mal à m'identifier, à trouver ma place dans les clubs de foot classiques. Quand on voyait par exemple à une époque aussi les éducateurs qui avaient parfois un langage déplacé, pas très pédagogique avec une jeunesse, à un moment donné on n'a pas envie de rester dans cette structure classique et j'ai fini un jour par rejoindre le Paris Foot Gay, qui a été créé il y a maintenant de nombreuses années. Et grâce à ce club-là, j'ai eu l'occasion justement de m'émanciper et on a fait bouger cette cause-là dans le domaine du foot. Et grâce au Paris Foot Gay qui n'existe plus maintenant, qui a été relayé par les Panam Boys à Paris, travaille avec la Ligue de foot française de football. Et récemment, par exemple, ça fait de nombreuses années que ça existe maintenant. Dans le cadre de la journée de lutte contre l'homophobie, le 17 mai, les joueurs pros portent le brassard tricolore et aussi les lacets tricolores. Et malheureusement, un joueur récemment d'ailleurs du PSG a refusé de jouer tout simplement. Et ça, je trouve ça un peu malheureux. Voilà, moi j'ai quitté l'autre côté de la table juste pour une question. Bon, vu côté technique, on entend un peu ce que vous dites et tout. C'est très intéressant. Il y a le côté discrimination et tout. Mais rassurez-moi, il n'y a pas que ça. Il y a des joueurs par moment qui prennent la défense justement sans eux être de la communauté LGBT et qui justement se positionnent. Et voilà, ça me paraît intéressant de savoir aussi si ce truc-là existe ou si c'est vraiment... Non, voilà, ils sont tous homophobes, ils sont tous... Non, évidemment pas. Nous, par exemple, au Paris Foot Gay, à l'époque, c'est Vikash Dorasso qui nous avait parrainé pendant de nombreuses années. D'ailleurs, à l'époque, il a été critiqué aussi par des joueurs professionnels. Maintenant, la situation, elle a bien sûr évolué. Maintenant, effectivement, on voit...
pas mal de reportages à la télévision. Il y en a eu un récemment qui était quand même assez bien fait grâce à une personne qui s'appelle Johan Lemaire, qui a été rejeté de son club dans le nord de la France, qui a rejoint un club parisien et qui a depuis monté une association et qui a fait un reportage donc en s'adressant un peu à tous les anciens professionnels de l'univers du foot qui disent tous aujourd'hui tout va bien. Et on n'est pas contre l'homosexualité et tout s'est bien jusqu'à maintenant bien passé. C'est pas toujours vrai. La preuve, Belkacem de Toulouse a bien dénoncé un certain nombre de choses et il y a plein de vérités qui ne se disent pas complètement. Et nous, ce qu'on regrette aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment de joueurs pros qui osent dire qu'ils sont homos et qui continuent à jouer au foot normalement comme tous les autres. Et ça pose un véritable problème. Et c'est un problème de visibilité. Récemment, il y a un joueur anglais qui s'est révélé encore il y a quelques jours, et ça, c'est formidable. Et on voudrait que ça se passe aussi en France. Ouais. Pour reprendre ce que tu dis pour ou contre l'homosexualité. En fait, finalement, comme tu dis, c'est pas ce qu'on demande aux gens. On leur demande pas de se positionner pour ou contre l'homosexualité. C'est pas le but. On leur demande de s'engager dans la lutte contre les discriminations. Et c'est pas du tout la même chose. Moi, je suis pas en train de dire que le modèle que je vis est le meilleur modèle. C'est pas ça le but. Ce que je demande, c'est qu'on me foute la paix quand je le vis. Et c'est très différent. Et je me demande de ne pas être insulté, je demande de ne pas être frappé, etc. Et pour répondre à la question, il y a effectivement de plus en plus, on avait demandé à pas mal de joueurs de première division si ça les gênerait. Alors déjà, vu l'utilisation du temps, on voit déjà ce qui se passe. Si ça les gênerait que quelqu'un fasse un coming out. Les 3/4 ont dit non, pas du tout. 5 ans après, il ne s'est rien passé. Donc qu'est-ce qui empêche les gens de le faire ? Ouais. C'est la question qu'on peut poser finalement. Oui, parce que tu as un discours entre guillemets, de pseudo-acceptation et de choses avec, bien édulcorées, mais derrière, les actes et la réalité ne suivent pas. Donc il y a toujours cette crainte de s'affirmer parce que derrière les beaux discours, la réalité est tout autre, quoi. C'est un petit peu le discours qu'on avait eu sur entre la différence entre la tolérance et le respect. C'est ça. Alors, on tolère, mais est-ce qu'on respecte ? C'est ça. C'est pas la même chose. J'ai expliqué tout à l'heure un peu les raisons pour lesquelles j'ai dû abandonner le foot classique pour rejoindre le Paris Foot Gay, parce qu'il y avait un combat à mener. Mais souvent, aujourd'hui aussi, on nous reproche toujours, mais pourquoi on veut rester entre nous ? Mais parce que justement, on n'a pas de visibilité là où on a envie, en fait. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que nous, aujourd'hui, tous ces clubs-là qui sont créés, c'était avant le Paris Foot Gay, aujourd'hui, c'est les Panam Boys, c'est le Paris Arc-en-Ciel en région parisienne, il en existe un certain nombre aussi sur toute la France, c'est qu'on est inscrit dans des championnats de loisirs qui se jouent les soirs, on n'est pas impliqué au sein de la Fédération française de foot, et ça, on l'aimerait bien, en fait. Ça pose un réel problème encore aujourd'hui. Donc on nous montre du doigt parce qu'on dit qu'on veut rester entre nous, ce qui est d'ailleurs faux, parce que on a plein d'amis hétéros qui évoluent avec nous. Ça se passe au niveau du rugby chez vous comme chez nous. Et ça se passe très bien. Et la plupart des hétéros qui quittent justement les clubs de foot classiques, le reproche qu'ils font souvent au foot, c'est qu'il y a trop de violence, c'est pas sympa, c'est pas ouvert, et ils se permettent de venir nous rejoindre. Donc on montre bien que cette visibilité et le fait que cette diversité existe, c'est un peu l'exemple qu'on veut donner de façon à ce que ça se passe bien un peu partout en fait. Très bien. Merci beaucoup Brahim. Il n'y a rien à ajouter après ça, on est bien d'accord. Enfin, voilà quoi, c'est bon. On va passer un petit peu là sur cette journée là qui s'est déroulée donc à Colomiers, donc avec beaucoup de choses qui sont passées ce matin, notamment des ateliers, que tu as contribué à animer, Brahim. J'ai envie de te dire, est-ce que pour toi la région de la métropole de Toulouse est inspirante, est inspirée Qu'est-ce que tu Effectivement. Alors, je suis vraiment d'abord c'est une ville que j'aime bien, donc Toulouse, et peut-être qu'un jour je viendrai finir ma vie et ma retraite, peut-être. Là, qui sait. Non, pour vous dire que, en ce qui me concerne, je suis auteur d'un livre qui est sorti en 2009, qui s'intitule Un homo dans la cité. Depuis, je fais un peu le tour de France pour un peu expliquer la difficulté d'être homo dans la culture maghrébine, mais aussi dans la cité, parce que j'ai subi un certain nombre de violences, mais aussi dans la société, parce que j'ai longtemps été discriminé même dans le monde du travail. J'en ai fait donc un livre. Ce livre, en fait, m'a permis et m'a sauvé la vie, parce que j'ai jamais porté plainte lorsque j'ai été violé à plusieurs reprises.
mais j'en ai fait un livre qui a été vraiment une véritable thérapie pour moi. Et depuis, je fais un peu le tour de France où j'interviens en milieu scolaire, mais aussi dans les communes. Et ensuite, là, je suis invité donc dans le cadre de la Pride de Toulouse. C'est la première fois que j'interviens sous forme de marathon sur pratiquement une semaine, où j'interviens un peu dans tous les milieux. Hier, donc, on a ouvert le bal où mon livre, après, donc il y a une troupe de théâtre qui a donc adapté mon livre en pièce théâtrale, en théâtre vivant. C'est une pièce qui se joue en 1 heure. Il y a 2 comédiens français d'origine maghrébine qui jouent mon histoire. Et ensuite, il y a un retour, échange, questions-réponses avec les personnes qui sont présentes. Donc hier, on avait réuni autour de, grâce à l'équipe de la Pride, 130 élèves qui sont venus donc assister à cette pièce. Et le soir, autour de 100 personnes d'un peu partout, des adultes, des jeunes, des moins jeunes, qui sont venus aussi assister. Et c'était vraiment formidable. Et ce qui est intéressant dans cette pièce-là, c'est que beaucoup de gens, surtout les jeunes qui n'ont pas accès au livre, le fait que cette pièce vivante, ce théâtre vivant se joue, il y a un certain nombre de messages qu'on arrive à passer. Aujourd'hui, j'ai vécu aussi en rencontrant un certain nombre de jeunes avec qui j'ai échangé. Et des gens se sont, certains reconnus un peu dans mon histoire, ils ont été attentifs parce que j'ai raconté ma vie tout en mettant en avant tout ce que j'ai subi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent affaire à des jeunes qui, au départ, semblent ne pas être vraiment d'accord contre l'homosexualité, contre, en gros, l'homosexualité, ça n'existe pas chez nous, les musulmans, non, c'est pas possible. Et quand ils m'entendent et qu'ils m'écoutent parler, eh bien, il y a une possibilité d'échanger, de dialoguer. Et ça, j'estime que c'est une bonne chose parce que j'ai gagné quelque part quelque chose. Ça permet moi personnellement de me construire. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui au départ sont un peu réticents finissent par quand même tendre l'oreille, de suivre et d'être tolérants. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et l'aventure va continuer demain, après-demain, et même samedi avec Arnaud, qui fait partie de l'équipe de la Pride. On va aller donc dans un club de football. Il va y avoir un tournoi de foot. Et là, je vais parler foot avec un certain nombre de jeunes. Et ce qui est fabuleux, c'est que moi, de mon époque, j'ai 58 ans, je suis vraiment très très vieux. J'aurais aimé, quand j'étais ado jeune, eh bien de pouvoir rencontrer des gens comme moi et de pouvoir oser parler d'homosexualité sans vraiment tabou et sans être rejeté et montré du doigt en fait. Et tu penses qu'il y a une évolution de ce point de vue-là ? Il y a une évolution, oui, il y a quand même une évolution, et grâce justement aux interventions en milieu scolaire, grâce au travail que font un certain nombre d'associations, dont la Pride et plein d'autres, hein, donc à Toulouse et un peu partout en France, mais ne perdons pas de vue, comme je dis toujours, on peut perdre nos droits, et très vite les choses peuvent se basculer. Quand on voit par exemple aux États-Unis, on remet encore en question les histoires de l'avortement. Ça fait quand même peur quand on voit donc un joueur du PSG qui n'a pas voulu porter les couleurs arc-en-ciel. Il a refusé en tout cas de jouer, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais ça pose quand même il est allergique à l'arc-en-ciel. Ouais. L'allergie. Certainement. Et là, ça avance, ça évolue, mais on peut tout perdre d'un jour ou l'autre. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le dialogue. Et surtout quand on arrive à capter l'attention des jeunes, et jusqu'à maintenant, eh ben, c'est positif pour moi. Et là, je suis vraiment très content parce que j'ai l'impression que Toulouse et les alentours de Toulouse, ça bouge quand même assez bien. Je pourrais dire même que c'est peut-être mieux un peu que Paris, je sais pas. Il l'a dit. Il l'a dit. Moi, je voulais te poser la question que personne n'a osé te poser autour de la table. 58 balais, c'est quoi ta crème de beauté, mec ? Ah oui. Alors en fait, ma crème de beauté, c'est quoi ? C'est être homosexuel, ça rajeunit. Non. Non. Et voilà. Et les gens de couleur, on leur donne pas d'âge en fait. Non. Aussi. Non, c'est beaucoup de sport parce que je pratique régulièrement je fais énormément de sport au niveau perso et c'est aussi dans la tête parce que vu du fait tout ce que j'ai subi et vécu, j'ai toujours envie d'avoir entre 20 et 30. Alors à une époque, quand j'allais de temps en temps sur les sites de rencontres, je trichais avec mon âge, je ne le fais plus. Souvent, quand je trichais, il y a des gens qui me disent « Mais on t'a vu à la télé, tu dis que tu as 30 ans, mais tu n'as pas les 30 quelque part. » Voilà. Et finalement, maintenant, je dis vrai.
Mais effectivement, c'est ne pas bouger dans la tête et toujours garder le sourire malgré tout ce qui peut nous arriver en fait. Ah oui. Le football, ça conserve. Ça conserve, effectivement. Voilà. Beaucoup plus que le rugby, peut-être. Alors, je sais pas comment je dois le prendre. Donc moi, je fais moins de sport. Je n'ai que 50 ans. Et mais je vais essayer. Je te donnais plus que moi. Ah, tu vois. Bah, on a un sport beaucoup plus traumatique. C'est-à-dire que dès qu'on prend un coup, on se couche pas par terre pendant 10 minutes. Donc c'est vrai que... Mais nous, on se couche pas ça parce qu'on s'exhibe, on a envie que les gens... Il y a aussi un peu de ça. Bon. Ben, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on peut peut-être conclure par une dernière petite pause musicale, Gwen, si tu as ça sous la main. On va remonter sur Paris et retrouver Chéri, qui est pareil un artiste queer qui est en pleine émergence. Ses influences sont de ses origines espagnoles et de beaucoup de littérature. C'est à la fois dansant et sensible. Écoutez l'EP Miramé. On va écouter Miramé. Et voilà, Chéri avec Miramé, yes. Dans cette émission spéciale. Et alors, toujours en direct du Pavillon Blanc, médiathèque de Colomiers et Centre d'Art. Voilà, ça y est, vous voyez, ça rentre. Et donc, toujours avec nous, tout le monde autour de la table. Donc, Madame Farcy, Madame Baucher, Monsieur Brocardo, Madame Lougar. Voilà. Je t'avais jamais appelé comme ça avant. C'est la première fois. On n'est pas habitué. N'est-ce pas, Monsieur Citry? Tout à fait. Ah, perdu, c'est pas mon nom de famille. Ah, tu m'as eu, voilà. Bon, en tout cas, on est toujours avec Brahim, bon, qui nous a fait part de ses diverses, de ses diverses expériences et qui en a fait part aussi donc à la jeunesse donc du coin, donc à la jeunesse colymérine. Donc une expérience toujours agréable à renouveler pour toi. Effectivement. Alors, je compte même, je crois, venir pour la marche des fiertés qui est programmée le 2 juillet. Le 2 juillet. Voilà.
Le 2 juillet, donc dans les rues de Toulouse. Et en attendant, est-ce que tu peux nous présenter l'émission Mon Micro? Qu'est-ce que tu y racontes de beau? Au Mon Micro, en fait, moi, en ce qui me concerne, j'ai, à l'époque, sur Fréquence Paris Pluriel, une radio libre qui émet sur toute l'Île-de-France, j'animais une émission de sport qui s'appelait Sportmidable et je mettais en avant les sports amateurs en Île-de-France. J'avais fait ça pendant à peu près 9 ans. Et après, je voulais passer à autre chose. La radio, c'est quelque chose que j'aime bien. Et à l'époque, j'étais homo, mais j'avais du mal à m'assumer. Et j'ai proposé à la radio un concept qui parle d'émission, enfin qui parle d'homosexualité, pas une émission ghetto. Et c'était l'occasion pour moi de me libérer. Et une fois qu'on m'a ouvert le micro, c'était une façon de m'émanciper et de dire qui j'étais quelque part. Donc grâce à FPP, j'ai eu l'occasion c'était la libération en fait au micro. Depuis l'émission, elle s'appelle Au Micro et je l'anime depuis 18 ans. J'ai à peu près une quinzaine de chroniqueurs, hétéros, de tout genre d'ailleurs, homo, qui font des chroniques autour de la santé, du sport et bien d'autres domaines, de la littérature, du cinéma, tout ce qu'on peut imaginer. On invite plein d'invités. À chaque fois, on a un invité par semaine avec 4 chroniqueurs qui m'entourent. Et ce qui est intéressant dans cette émission-là, c'est que il y a le podcast. Grâce au podcast, maintenant, même si on intervient dans une radio libre, eh bien, le podcast nous permet d'avancer et d'être encore visible, comme on parle de visibilité. Aujourd'hui, on est écouté sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. Et ce qui est intéressant, moi, je vois par exemple, je reçois pas mal de messages des pays du Maghreb, des pays arabes, même africains, qui me disent c'est une chance de vivre en France. Merci pour votre émission. C'est un véritable bol d'air. Et ça, nous en sommes satisfaits. Et même des pays d'Europe, comme par exemple la Russie ou la Hongrie et la Pologne, qui nous font part de leur souffrance. Et ça, on en est vraiment aussi très heureux. Et on se dit que quelque part, que même sinon on est bien loti en France, eh bien, et que le combat n'est toujours pas terminé, il faut aussi penser aux pays qui sont voisins et les pays qui sont d'ailleurs, en fait. Et au moment où on se parle, quel sera le prochain sujet traité dans Mon Micro? Le prochain sujet, ça va être tout simplement cette émission qui va être donc visible sur notre site internet et qui va passer en direct sur Fréquence Paris Pluriel dès le lundi à 20h30 et mercredi en podcast, puisque nous sommes partenaire pas dans la vie, parce que j'imagine que tu es avec quelqu'un, mais partenaire au moins au niveau de la radio. Oui. Enchaîne après ça. Bon, très bien. Écoute, Brahim, merci. Merci en tout cas de votre accueil. Vous avez l'air d'être une équipe sympa, mais je vais peut-être laisser parler notre ami rugbyman. Non, j'avais juste un petit message à faire passer, j'en profite, pour dire que notre association a 15 ans cette année, donc on va le fêter, et on va le fêter par un tournoi de rugby, bien entendu. Et donc, je vous dévoile en primeur le nom du tournoi, qui va s'appeler To Win Inclusif, ou To Win Inclusif, comme vous voulez, Cup 2022. Et ça se passera le 11, 12 et 13 novembre. Et donc, pour toute information, vous allez sur notre site www.towin.com. Et on espère que vous serez là pour accompagner cet événement et sportif et associatif. Et festif. Et festif, bien sûr. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y aura des clubs qui viendront ou simplement Il y aura des clubs qui viendront et il y aura probablement une première, une deuxième et une troisième mi-temps. Voilà. Ça, c'est normal. Classique. Ça, c'est la norme, quoi, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, c'est... Bon, en tout cas, nous allons pouvoir donc conclure cette émission. Nous allons remercier donc bien sûr la mairie de Colomiers qui nous a accueillis en ces lieux, donc du pavillon blanc, de la médiathèque et centre d'art. Voilà. Maintenant, je l'oublie plus. Alors, je vous coupe 2 secondes pour vous dire que ça a vraiment été un bonheur de vous avoir et surtout pour vous inviter à revenir l'année prochaine ou même avant. La semaine prochaine. Alors, faut voir avec les agents, mais oui, pourquoi pas. Pourquoi pas la semaine prochaine. Donc, Madame Farsi, merci d'être passée aussi dans cette c'était émission. Un plaisir. Vraiment. Faut continuer. Voilà. Brahim, merci à toi encore. Merci pour votre accueil, vraiment. Voilà, et merci donc à Gwen et à Flore, donc mes 2 camarades de jeu, que je vais retrouver donc bien entendu la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, aux horaires habituels dès alors, c'est-à-dire entre 19h30 et 21h, n'est-ce pas? Soyez fidèles au rendez-vous. Et bien, on remercie également l'assistance d'avoir écouté patiemment donc, cette émission.
Et merci donc à Cédric et à Alexandre qui ont assuré la technique. Et merci à Dot d'avoir assuré la coordination. Brave Jean, merci beaucoup. Alcop Kevin, à la prochaine. Et bonne soirée à tous. Et à Plaléo. Adieu. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend en mots, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.